Réactivité, résilience et inventivité. Moi, j'ai eu de la chance. Il y a 5 ans, j'étais dans une petite agence de communication et on a un truc assez incroyable qui est arrivé, c'est qu'il y a un projet crypto qui est arrivé. Et le petit dernier qui était arrivé, il s'est pris le projet que personne ne voulait comprendre, le projet que personne ne voulait chercher. Du coup, je me suis plongé dedans pendant des semaines pour essayer de comprendre ce nouveau client, pour essayer de voir comment ça fonctionnait, découvrir la blockchain. 5 ans plus tard, je suis toujours dedans, j'ai changé d'agence et je suis chez Havas Blockchain, qui est l'entité du groupe Havas, donc le groupe de 20 000 employés, spécifié sur les sujets blockchain et crypto, basé à Paris, piloté depuis Paris, mais qui se gère de manière worldwide. Si seulement. J'ai dit que j'ai découvert il y a 5 ans, pas que j'avais eu l'intelligence d'acheter. À Havas Blockchain, on est sur 3 grands piliers. Le premier pilier qui est assez évident, on fait partie d'un groupe de communication, du coup on fait de la com. On accompagne des projets aussi bien dans leur réputation, dans la crise, mais également dans des levées de fonds, par exemple, sur tout le sujet de communication. On a un pilier très stratégique. On a des entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent « Écoutez, on a vu la technologie blockchain, on pense qu'on peut faire quelque chose, comment vous pouvez nous accompagner ?» Et aussi, grâce à Equino, qui fait partie du groupe Havas, on a tout un sujet de développement. On est capable de développer de bout en bout un projet blockchain. Donc finalement, quand un client vient nous voir, on peut faire à la fois la production, à la fois l'idée et la communication. C'est piloté depuis Paris, où on est une petite dizaine à avoir été à la base du projet et avoir fait grandir le projet. Maintenant, on a des équipes qui sont basées et formées sur tous les sujets blockchain, à peu près dans une douzaine de pays, que ce soit on est à Hong Kong, on est à Séoul, on est à Zug, bien évidemment, on est en Allemagne, on est en Angleterre et aux États-Unis. On est très français sur certains côtés. C'est plus facile de rencontrer des personnes sur la place parisienne en étant pilotées depuis Paris. Cependant, toutes nos agences qui sont à l'international font également, elles, remonter des projets. Ce qu'on voit beaucoup remonter également, en plus de la France, c'est la Suisse. On a une agence qui est très développée en Suisse. On a ouvert des locaux il y a 1 an, qui s'appelle Blockchain Switzerland à Meaux, en l'occurrence. C'est là où on voit qu'il y a énormément de traction également. On pourrait dire qu'il y a eu quelqu'un qui a eu la bonne idée au bon moment. Je pense qu'il y a un petit peu des deux objectivement. Il y a un sujet qui était que la blockchain, on en a beaucoup parlé en France, il y a eu un intérêt et du coup des personnes qui avaient l'esprit suffisamment ouvert au sein d'un groupe comme Havas pour se dire qu'en effet il y avait un sujet à aller chercher, il y avait des opportunités à développer et il y a eu une forme d'entrepreneuriat à l'intérieur d'Havas et mon directeur qui s'appelle Fabien Frechter qui s'est dit je vais lancer ça en coordination avec le groupe pour avoir quelque chose de très solide et qui fonctionne très bien. En effet, on est en train de travailler sur la création d'un board de fonds, en l'occurrence, d'un board de fonds qui n'est pas crypto, des fonds traditionnels, qu'on accompagne dans la compréhension des projets blockchain et crypto. Et l'objectif, c'est d'avoir 8, 9, 10 fonds qui fonctionnent de concert et qui investissent dans des startups pour les faire directement passer d'un stade très early, en leur donnant les fonds suffisants pour avancer sur les projets et arriver à des très hauts niveaux rapidement. Une vision par client précis, je pense qu'on est un peu comme tous les grands groupes, comme toutes les personnes qui sont dans l'écosystème. Pour nous, le point d'orgue, ça a été l'annonce de Libra il y a un peu plus d'1 an et demi, qui vient d'un big bang dans l'écosystème, parce qu'en fait, on est passé de énormément de personnes qui avaient une connaissance de la blockchain et des crypto-monnaies qui s'y intéressaient, à le grand public, à qui on explique d'un coup qu'est-ce que c'est que la blockchain, qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies. Pour un grand groupe de communication, c'est passionnant, parce qu'il a fallu faire énormément de pédagogie, que ce soit aussi bien pour nos clients classiques que pour les clients liés à la blockchain. Donc nous, on a une vision qui est que ça passera nécessairement par des grands corporates qui feront adopter au plus grand nombre des crypto-monnaies. Je pense qu'en effet, les crypto-monnaies, les stablecoins de banque centrale vont pas initialement être injectés dans la vie de tout le monde. Je n'imagine pas que dans 1 an, vous, moi, ma grand-mère achète son pain en crypto-monnaie. En revanche, ça va petit à petit infuser par des niveaux plus hauts par des échanges monétaires entre banques centrales. Et à partir du moment où ça s'infuse à un niveau, de manière assez logique et par capillarité, ça va redescendre. Je suis pas nécessairement sûr. Je suis pas sûr que les stablecoins vont nécessairement faire disparaître les autres crypto-monnaies. J'ai du mal à croire que le grand public, entre guillemets, puisse un jour s'emparer d'un bitcoin et croire au bitcoin et autant que moi ou d'autres personnes peuvent y croire et comprendre cette idée de décentralisation. Je pense qu'on aura un mix des deux dans le futur. Il y a 2 visions. Pour moi. Ça fait un peu écho au visa AMF qui a été dévoilé pour les levées de fonds en crypto-monnaie il y a quelques années. Je me dis que la Commission européenne a l'intelligence d'avancer sur ces sujets-là. Il y a une volonté de réguler, donc on va toujours avoir une partie de la communauté blockchain et crypto qui va pas vouloir, qui va considérer qu'elle n'a pas envie ni le besoin d'être régulée par des autorités classiques qui ne les comprennent pas. Mais en même temps, on peut également se dire que c'est une chance qu'on ait un parlement, une commission européenne qui cherche à comprendre et qui cherche à prendre le leverage pour en faire quelque chose qui fonctionne.
J'espère croire qu'on a des beaux projets en Europe qui nous permettent de ne pas copier, mais de faire notre propre R&D. Et en effet, on a une petite tendance à réguler. C'est quand même la grande mode européenne. Je pense qu'on est passé à côté de certaines idées. Le gouvernement français avait déclaré il y a quelques années, Bruno Le Maire avait déclaré « Je veux que Paris soit la capitale des ICO ». Ça n'est jamais vraiment arrivé, mais on a eu le temps de réguler entre les deux. Je suis 100% d'accord, mais pour une raison qui est extrêmement simple en fait, et c'est quelque chose que Libra a très bien compris. Je pense que l'une de leurs cibles principales, c'est la population africaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très fort taux de portabilité, d'un accès à Internet et au téléphone mobile, et un très faible taux de bancarisation. Et comme sur beaucoup de sujets où les Africains finalement sont beaucoup plus innovants que nous, ils sont pas bloqués par des vieilles infrastructures qui sont là, qui coûtent très cher et qui seraient très compliquées à changer. Ils ont tout à construire pour la plupart du temps. Donc en fait, ils ont la capacité de passer en dehors de ce qui est vieux, dépassé, pour arriver directement sur la meilleure technologie et l'état de l'art. C'est pour ça que je pense que les cryptos fonctionnent déjà assez bien en Afrique et fonctionneront d'autant plus demain parce que ça permettra des échanges de valeurs extrêmement importants et extrêmement rapides. On aurait des sujets similaires à analyser, oui. Mais il y a des pays déjà d'Amérique du Sud qui sont très, très avancés par rapport à nous. On prend l'Argentine, qui, je crois, c'était déjà il y a 1 an, permettait d'acheter ses tickets de métro en crypto-monnaie. Ils ont des années d'avance sur nous parce qu'on en parlait avant. L'objectif, c'est pas de tout réguler. L'objectif, c'est aussi d'avancer. Il y a un projet que je suis, et je triche un peu parce que c'est un projet que nous on développe. On travaille beaucoup sur des plans de relance monétaire par crypto-monnaie. C'est un sujet qu'on a beaucoup regardé pendant la crise. On est reparti de cette vieille théorie de l'hélicoptère money qui avait été théorisée aux États-Unis. Et on s'est dit, mais finalement, si cette hélicoptère money n'a jamais fonctionné, c'est qu'on n'a jamais été capable d'être sûr que l'argent qui était distribué était dépensé au bon endroit. Et les crypto-monnaies, pour ça, sont quand même un merveilleux outil. Parce qu'on peut faire quelque chose de très précis. Imaginons qu'une ville peut faire un outil de relance, mais vraiment à l'échelle de sa ville. Ils peuvent décider de dépenser 100 000 € uniquement en crypto-monnaie, les donner sur des wallets à leurs habitants et tracer où est-ce que l'argent sera dépensé. Et même déterminer où est-ce que l'argent a le droit d'être dépensé s'ils développent eux-mêmes leur propre crypto-monnaie dans ce cadre-là. Ça, c'est un projet que je trouve extrêmement intéressant, qui répond à des enjeux assez actuels et qui en plus a des sous-jacents technologiques assez rigolos. Ça pourrait sortir dans les Bouches-du-Rhône, ça pourrait sortir en Afrique. On pourrait imaginer quelque chose en sortie de crise Covid, si un jour ça nous arrive, à destination des restaurateurs. C'est une bonne question. En termes de communication, TikTok, c'est un outil qui est exceptionnel. Les marques ont d'abord rebuté de manière assez logique parce que c'était quelque chose qui était très jeune, qui change encore. Je pense que pour des marques, c'est compliqué de s'adapter au fait qu'il y a toujours des nouveaux outils. Par rapport à la guerre qu'on a entre la Chine et les États-Unis, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est une guerre de données, finalement. On se retrouve face aux États-Unis qui, pour l'une des premières fois, sont face à une application qui est mondiale et qui fonctionne extrêmement bien, dans laquelle ils ne récupèrent aucune donnée. Donc de manière assez logique, surtout avec un Donald Trump comme on a aujourd'hui, peut-être pas demain, il y a une volonté entre guillemets, America First, ils le gardent. Ils veulent continuer à avoir la main sur les données. Et pourtant, ils utilisent Libra. Mais est-ce que ça souligne pas l'importance d'un Facebook aujourd'hui ? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Libra, je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est un projet qui, objectivement, d'ailleurs, il y a Facebook et d'autres entreprises, mais bon, c'est généralement résumé à Facebook. Ça montre l'importance que peut avoir ce projet. La seconde où ils l'ont annoncé, ça a fait un tel Big Bang. La première chose qui s'est passée, c'est qu'on s'est quand même retrouvé avec un Mark Zuckerberg qui s'est fait détruire pendant à peu près 5 ou 6 heures au Sénat, où il se faisait attaquer sur toute la gestion des données personnelles. Ce qui est entre guillemets, une vaste blague, vu comment les données sont gérées à l'échelle mondiale. Mais au demeurant, ça montre ce que peut vouloir dire Libra demain. Les États ont tous, systématiquement, la France, l'Europe, les États-Unis, la Chine, se sont mis à travailler sur des sujets des crypto-monnaies de banque centrale après l'annonce de Libra, ou en parallèle de l'annonce de Libra. Je pense que je travaillerais dans 2 types de typologies, ou dans un projet à grande échelle, ou dans un corporate, mais qui a eu l'intelligence de voir venir la blockchain, et pas que la blockchain. On parle tous énormément de blockchain parce que c'est notre grand dada. Au demeurant, la blockchain toute seule ne révolutionnera pas le monde. C'est une couche de technologie qui va s'infuser à peu près partout, mais les autres technologies, l'ensemble des grands groupes sont amenés à les étudier et à les prendre en compte, sinon ils seront dépassés demain. The Coin Tribune ?